Le racisme qui puise ses racines dans le passé colonial et le présent néocolonial de la France entraîne les discriminations qui sont de toutes sortes, qui visent différents groupes de la population, que certains appellent des minorités. Moi, j'aime pas tellement ce mot minorité, parce que tout le monde est là, il n'y a pas de minorité, de majorité. Mais en tout cas, les discriminations visent essentiellement les Noirs et les Arabes, ça on le sait très bien. L'islamophobie s'est développée à une vitesse grand V en France, et ce qui est grave, c'est que c'est absolument pas reconnu qu'une grande partie de la population, à commencer par les élus, le gouvernement, font les timides, les difficiles pour parler de ça. Alors moi, je ne vais pas m'étendre ce soir beaucoup sur ces discriminations-là, parce qu'il y a tous les amis qui sont ici, qui représentent les Roms, les Noirs et les musulmans, qui vont en parler de façon vécue et directe. Moi, je parlerai plutôt de la place de l'antisémitisme et de la solidarité entre des juifs qui considèrent que l'antisémitisme existe, ok, mais que ce n'est pas quelque chose à mettre sur un piédestal, et qu'au contraire, on est dans une situation où le gouvernement développe plutôt le philosémitisme, je développerai ça tout à l'heure, et donc nous, l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, on est solidaires de ceux qui subissent les plus graves discriminations en ce moment. Et un mot sur l'Union des Juifs pour la Paix. Alors l'Union Juive Française pour la Paix, c'est une association de droit français qui existe depuis 1994 et qui comprend pas mal de gens, pas seulement des juifs, ça s'appelle Union Juive, mais il y a plein de membres qui ne sont pas juifs, simplement qui sont là parce qu'ils considèrent qu'ils veulent, avec nous qui sommes juifs, pour ceux qui le sont, porter une parole contre le racisme et une parole contre la domination des juifs et du monde par le sionisme. Donc nous, on est résolument dans le camp de soutien aux Palestiniens, c'est un peu ça notre fondation, et en même temps sur la lutte contre tous les racismes. Alors on existe à Paris, ici aussi, à Orléans, à Marseille, enfin dans plusieurs villes en France, et on participe à tout le mouvement justement antiraciste, anti-islamophobie et pour la Palestine. Franco-Lolia, brigade anti-négrophobie, quelques dates importantes. C'est un collectif voilà, qui est né en 2005 suite à des incendies criminels. On se rappelle également de vous, vous êtes sorti manu militari d'une manifestation officielle, c'était pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Un mot d'abord sur la brigade anti-négrophobie et vous, votre point de vue sur les discriminations actuellement en France. Alors, je ne sais pas si oui. Alors, un mot sur la brigade anti-négrophobie. La plupart a été dit, c'est-à-dire on est né en 2005, effectivement, suite à des incendies criminels, mais ces incendies avaient tué 52 personnes, dont 33 enfants, majoritairement originaires d'Afrique noire. Et ces incendies cachaient en fait le problème de la discrimination raciale au logement, puisqu'il y avait une complicité de l'État, même pas une complicité, il y avait une part active de l'État qui montrait qu'elle pratiquait la discrimination et qu'elle attribuait de manière sélective des logements, ce qui faisait qu'une majorité de populations étrangères et notamment noires se retrouvaient dans des logements hyper vétustes. Jusqu'à ce que ça ait conduit à des incendies criminels, en sachant que disons la mairie de Paris par exemple avait dit pendant que ces logements allaient être provisoires pour ces familles, des familles qui étaient majoritairement françaises, même si ça n'a pas d'importance pour nous, mais c'est important de le préciser médiatiquement peut-être. Et donc ces familles devaient être logées provisoirement, et pour beaucoup d'entre elles, ce provisoire a duré 10-15 ans, donc avec la part de l'État. Et il s'est trouvé qu'après ces incendies, vu que ça a sali l'image de l'État français, et en moins d'une semaine, il y a eu des régularisations au niveau logement, au niveau papier pour ces familles, ce qui fait que quand l'image est écornée, directement, ce qui n'a pas pu se résoudre en 10-15 ans, c'est résolu en moins d'une semaine pour faire taire ces gens-là. Donc ça en dit long sur l'état des discriminations. Ça dit aussi que c'était une des choses qui a fait que nous avons décidé de nous auto-organiser en tant que brigade anti-négrophobie. Il y a eu la mort de Zied Ebouna qui est consécutive à un contrôle aux faciès qui reflète aussi la part de discrimination raciale qui existe au niveau de l'institution policière et judiciaire. Et il y a eu d'autres choses. Disons, donc on est bien né en 2005.
Concernant maintenant l'état des lieux des discriminations raciales en France, que dire si ce n'est que nous on essaye le plus souvent de déconstruire ou de désapprendre, et qu'effectivement il y a cette volonté de nous faire toujours, alors je ne dis pas ici, je vais dire, l'État a tendance à déjà circonscrit les limites de notre pensée en disant qu'on remonte toujours à 30 ans pour faire un bilan de ces discriminations raciales. Or, pour nous, ces discriminations raciales, comme les crimes policiers et tout ce qui s'ensuit, ne sont pas détachées de l'histoire esclavagiste, coloniale et néocoloniale française. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de rupture. Et comme ça a été sous-entendu tout à l'heure, c'est une continuité d'une histoire avec laquelle, coloniale notamment et esclavagiste, avec laquelle finalement la France n'a jamais rompu, ou en tout cas l'État français n'a jamais rompu, mais comment dire, ça s'est juste modifié dans la forme, et aujourd'hui on est en train de subir les conséquences de cette nouvelle forme, cette manière, comment dire, high-tech de pratiquer le racisme institutionnel, en sachant que c'est très difficile de faire un état des lieux aussi dans un pays qui prétend être démocratique, égalitaire et tout ce qui s'ensuit, mais qui supprime tous les outils qui permettent de mesurer comment dire, tous les phénomènes racistes et tout ce qui s'ensuit, puisqu'on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, puisque pas mal de choses comme ça. Donc, dans un état de droit qui dit que tout le monde a le droit de s'exprimer, etc., qu'on supprime une portion des éléments de langage qui permet à l'expression d'être claire, c'est clairement que l'État n'est pas si démocratique que ça. Donc, voilà, c'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de prouver qu'il est malade alors qu'on a supprimé le thermomètre, bon, ben, on pourra dire c'est une vue de votre esprit et tout ce qui s'ensuit. Donc, on veut bien faire un état des lieux des discriminations raciales en France, sauf que la majorité des outils qui nous permettraient de faire cet état des lieux de manière objective, comment dire, neutre et on va dire presque scientifique, eh ben, nous sont supprimés dans un État qui prétend être des droits et qui prétend vouloir l'égalité pour tous. Donc, en gros, c'est une manière très hypocrite de nous museler et on pense qu'effectivement, l'État français n'est pas ce qu'il prétend, c'est-à-dire il est loin d'être le pays des droits de l'homme, sinon il n'empêcherait pas qu'on puisse étaler la vérité en ne nous permettant pas d'avoir accès à des outils de mesure qui permettent de prouver tout ce qu'on avance et les morts récents ou les victimes de brutalité policière récents permettent de prouver ce qu'on dit, mais malheureusement, quand on ne peut pas le figer dans le marbre de l'histoire, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ça s'oublie rapidement. Donc on pourra revenir dessus, mais au niveau... voilà ce que je voulais dire, c'est qu'on a pris l'habitude de circonscrire notre réflexion en faisant un bilan sur les 30 ans, mais l'histoire du racisme en France ne peut pas être comprise si on n'a pas une vue panoramique de toute cette histoire esclavagiste coloniale qui se poursuit aujourd'hui sous d'autres formes. Voilà ce que je voulais dire. Mourad ? Oui, j'avais une première question. Alors je reprécise parce que ça n'a pas été précisé, mais je le dis simplement. Je suis là juste pour interpeller, alors que ce soit les intervenants à la tribune ou dans la salle, sur des choses qui me sembleraient pas forcément précises ou argumentées. Donc considérez-moi comme l'avocat du diable et merci de ne pas considérer que ce sont mes points de vue personnels qui rentrent en ligne de compte. Simplement une question de rigueur, qu'on puisse avancer de manière argumentée. Vous avez parlé à plusieurs reprises, tous les deux premiers intervenants, de racisme d'État, de racisme institutionnel. C'est des accusations très, très fortes, hein. Ce n'est pas des choses légères. Il y a des théoriciens d'un racisme plutôt personnel, de groupes contre d'autres groupes, mais qui réfutent ce racisme d'État ou ce racisme institutionnel. Donc j'aimerais que vous soyez un peu plus précis sur ce point-là. Et vous avez parlé également de statistiques ethniques. Je rappelle que, par exemple, un journal aussi progressiste que Valeurs Actuelles ou des gens aussi ouverts qu'Éric Zemmour sont favorables aux statistiques ethniques pour pouvoir justement eux-mêmes justifier que majoritairement les Noirs et les Arabes occupent les prisons françaises. Est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à ces statistiques? C'est la question que je vous pose, s'il vous plaît. Qui répond? Sonia Feynman, peut-être? Oui, je veux bien répondre. Le racisme d'État, on le voit quand, par exemple, le Premier ministre Valls tient des propos qui sont du racisme. Alors, on peut penser qu'il s'exprime en son nom personnel, mais quand il est Premier ministre, il engage l'État.
Et bon, ça s'est passé par exemple, c'est une très vieille histoire avec Valls, parce que quand il était maire d'Évry, il y a au moins 15 ans, il a fait fermer une épicerie dans le quartier des Pyramides, sous prétexte que c'était une épicerie halal et qu'il fallait une diversité. Alors pour lui, la diversité, c'était qu'il y ait un commerce purement français. Donc c'est très ancien son racisme. Et il s'en sert même quand il est maire ou quand il est Premier ministre. Il y a un autre exemple qui fait qu'on peut parler de racisme d'État. François Hollande a créé une mission qui s'appelle la DILCRA, la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et il paraît, je ne savais même pas, qu'ils ont ajouté l'homophobie. Alors déjà, c'est faire des divisions, c'est mettre l'antisémitisme à part des autres racismes, ce que nous réfutons à l'UJFP, parce que tous les racismes, chacun a sa spécificité, mais ce sont des racismes. On ne peut pas dire le racisme et l'antisémitisme, parce que quand on fait ça, on crée une division, on segmente la population, et à ce moment-là, on est dans un traitement séparé. Et là encore, ça rappelle la colonisation. On sépare les populations que l'on veut dominer et on les traite différemment. Donc ça, ce sont des exemples du racisme d'État, sans parler évidemment des lois. La loi de 2004, c'est une loi raciste qui empêche les jeunes filles de mettre un foulard sur la tête pour aller au collège. Ça, c'est une loi raciste et il y en a eu d'autres depuis. Donc c'est pour ça qu'on parle de racisme d'État. Franco, une réponse? Oui, donc il y a eu deux choses. Donc racisme d'État, pour moi, ce n'est pas une accusation, c'est un état de fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si une voiture roule et qu'elle est rouge, je vais dire il y a une voiture rouge qui roule. Et donc quand l'État est raciste, j'appelle ça racisme d'État. Et après que les théoriciens fassent ce qu'ils veulent, mais bon, voilà. Mais ceci étant, je ne dis pas que quand la justice se prononce, ça veut dire qu'on est en face de l'objectivité même, sinon on se tirait une balle dans le pied. Parce que pour nous, pour tout dire, la justice française, quand elle vise comment dire, les racisés, ou etc., pour nous, elle est coloniale. C'est-à-dire la justice française, elle est coloniale, voire néocoloniale. Et bon, on est capable de l'argumenter, mais bon, on n'aura pas le temps ici. Donc, et ce que je veux dire, c'est que il y a un élément qui peut peut-être donner l'impression d'objectiver le propos du racisme d'État, c'est que par exemple concernant les contrôles aux faciès, l'État a été condamné, bon je ne suis pas très fort en strate judiciaire, mais je crois que c'est par la Cour de cassation pour contrôle abusif, etc. Et donc c'est la preuve, même si ce n'est pas exprimé clairement, que l'État alimente et nourrit et a accouché un racisme. Et donc voilà, maintenant il suffit de lire entre les lignes, et il y a mille autres choses. Je ferai un parallèle, par exemple, au temps de l'esclavage, l'État, je fais juste un parallèle, mais c'est toute proportion gardée, etc. C'est-à-dire l'État, pour pouvoir réduire en esclavage les Noirs, sachant que l'Église ne permettait pas de réduire en esclavage les êtres humains, a dû s'appuyer sur l'idéologie fausse que les Noirs n'avaient pas d'âme. Et donc, ça rendait légale la pratique de l'esclavage. Donc, je veux dire, il est évident qu'ici, quand l'État va pratiquer un racisme, il ne le fera jamais ouvertement. Il va falloir lire entre les lignes ce qu'il met en place pour comprendre qu'on est en face du racisme d'État. Si moi, je prends, par exemple, toutes les théories ou tous les textes de loi qui ont été faits autour de l'immigration choisie, pour moi, c'était complètement déshumanisant et horrible de penser qu'on choisissait les gens en fonction de leur matière grise et que quand on n'en avait pas besoin, etc., on est en face de lois racistes. Mais comme on peut tout reformuler de manière à le rendre acceptable. Donc voilà, pour nous, ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Et on le dit à chaque fois, jamais l'État est venu nous attaquer en diffamation. Et pourtant, il attaque des rappeurs juste parce qu'ils ont dit que la police commettait des bavures. Donc voilà, moi je le redis, c'est filmé. L'État français, et nous différencions bien l'État français du peuple français, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, etc., est viscéralement, profondément raciste et particulièrement négrophobe. Et nous disons que la justice française est une justice coloniale, voire néocoloniale. Donc voilà, pour nous c'est un fait. Et après, voilà. Concernant les outils statistiques, oui, les Zemmour, tout ça,
on connaît un peu parce que les syndicats de police de droite, là, genre Alliance, ils sont vachement pour les statistiques ethniques. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avec ça, ils prouveront que les Noirs et les Arabes sont les plus délinquants. Mais ça, c'est la question de... Déjà, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Même les sondages, on a vu, les sondages, ils annonçaient qu'un tel allait gagner, un tel allait perdre. Et tous ceux qui étaient annoncés comme gagnants ont pris des déculottés et tout ce qui s'ensuit. Les sondages, ce sont des choses beaucoup pour influencer l'opinion et tout ce qui s'ensuit. Et donc, oui, les syndicats de police, eux, ils veulent des statistiques ethniques. Parce que, en fait, la propagande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait confondre les causes et les conséquences. Ces statistiques ne vont jamais expliquer pourquoi il y a autant de Noirs et d'Arabes en prison, et d'autres, hein, bien sûr, mais en majorité, on sait que qui sont surreprésentés, mais elles vont donner une photographie à l'instant T. Elles permettront pas de comprendre la nature du problème, mais elles permettront justement de jouer sur les peurs, sur les a priori, et de nourrir les a priori. Donc, effectivement, nous, ce n'est pas tant sur ça qu'on est en train on va dire, de polémiquer ou de poser un éclairage. C'est de dire que on nous demande constamment c'était comme les contrôles aux faciès, on nous demande constamment de prouver qu'on est victime d'injustice, mais quand il y a un contrôle aux faciès, on nous délivre jamais aucun élément qui permet de prouver qu'il y a eu contrôle. Et après, on nous demande de prouver que vous avez été victime de discrimination. On entre vraiment dans un rapport schizophrénique, c'est-à-dire une justice vraiment de mauvaise foi, un état de mauvaise foi et tout ce qui s'ensuit. Et donc, nous, ce n'est pas de dire qu'une fois qu'on aura les statistiques ethniques, tout sera réglé. C'est dire que si on nous supprime le minimum, comme pour un malade, le thermomètre, il sera très difficile pour le malade de prouver à son patron, son employeur, qu'il est malade. Et donc, le patron pourra le forcer à travailler. Et c'est la même chose dans le cadre de la justice. Les statistiques ethniques ne résoudront pas tout, mais il est sûr que si on ne peut pas chiffrer ce qu'on est en train d'exposer, eh ben, on pourra toujours nous faire croire qu'en fait, c'est notre émotion qui parle, c'est notre subjectivité et tout ce qui s'ensuit. Et l'État se joue bien de cela, et son outil de propagande, c'est-à-dire les médias et tout ce qui s'ensuit, se joue bien aussi de cela. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, on va continuer la présentation des invités en accueillant Omar Slavouti. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes militant anti-raciste, c'est comme ça qu'on vous présente hein, sur tous les réseaux sociaux, mais vous êtes surtout membre du collectif Ali Ziri, c'est vrai, jusque-là, et animateur de la marche du 19 mars dernier. Merci d'être là. Et puis nous accueillons également, mais comme vous arrivez en retard, ils ne vous applaudissent pas. Les trois autres ont été applaudis. S'il vous plaît. Marouane Mohamed, directeur plutôt du collectif contre l'islamophobie en France, CCIF. D'abord un petit mot de la part de Samir Mil. Vous êtes juriste, vous êtes président de la Voix des Roms. Non, plus du tout, mais vous pouvez nous en parler. De toute façon, qu'est-ce que c'est? Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces 30 ans de discrimination en France? Sur les 30 ans, je ne dirais pas grand-chose de première main sur les 30 ans parce que ça fait à peine plus de 20 ans que je suis en France. Donc je n'ai pas connu de moi-même ce qui se passait ici il y a 30 ans. Je le connais par témoignages d'autres. Les discriminations en France... il y a 20 ans, je suis venu en France en fait avec un visa étudiant. Venant d'où? Pardon? Venant d'où? D'Albanie. D'Albanie, ok. D'Albanie avec un visa étudiant. Donc j'ai étudié ici, puis je suis resté. J'ai étudié entre autres le droit et ce que j'ai on m'a appris plein de choses. J'ai appris plein de choses en France. Donc à la fac comme ailleurs, à l'extérieur de la fac. Et en droit, essentiellement, là, ce que j'ai appris, c'est que la discrimination, c'est un délit et que la République française, elle est basée sur le principe de l'égalité et tout ce que nous connaissons très bien, article 1er de la Constitution, que voilà, il n'y a pas de distinction faite en fonction de la race, de la couleur de la peau, de l'origine, tout ça. Et j'ai réussi mes études, je vous assure, hein,
Même si je voyais qu'il y avait quand même un certain décalage là, quelque part. Et le décalage, par la suite, je l'ai compris. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, si on considère la discrimination d'une part, puis ce qu'on fait contre la discrimination d'autre part, si on considère voilà, ces deux choses-là, d'où on part pour arriver où? Donc, la discrimination ou égalité. D'où on part pour arriver où? Le principe de l'égalité en France et les discriminations en France, quel est le lien entre ces deux choses-là? J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai finalement compris, et je crois que j'ai bien compris, c'est qu'en France, on considère que les gens sont, tout le monde est dans l'égalité, donc il y a une égalité qui existe, et donc par conséquent, on ne peut pas parler de discrimination. On ne considère pas la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir de la réalité des discriminations pour atteindre l'égalité, mais très souvent, quand on parle de problèmes de racisme et donc de discrimination, on nous dit « Ah mais non, nous sommes dans une république égalitaire, il y a un principe d'égalité en France, c'est comme quelque chose qui nous empêche de parler et de traiter la réalité et qui nous force à être dans une virtualité égalitaire. » Voilà. Bon, c'est un peu triste, c'est même très triste pour certains. Personnellement, j'ai la chance de ne pas correspondre aux stéréotypes du Rome. Voilà, j'ai dit, quand je suis venu en France, moi j'étais le jeune homme qui vient avec un visa, qui va à la fac, qui fait ses études, qui trouve un travail, etc. Donc je n'ai pas vécu moi-même, et ça aussi c'est un aspect important en fait de la lutte contre la discrimination. Ça peut paraître un peu technique comme ça, mais ceux qui souffrent vraiment des phénomènes que moi je me permets ici de décrire et de présenter selon mon analyse, ceux qui souffrent de ces phénomènes-là, ils n'ont pas la parole directement parce qu'ils souffrent de ces phénomènes-là. Ils savent parfois les décrire assez bien, seulement ils n'ont pas le luxe que je peux, moi, me permettre de consacrer du temps à ça. Parce qu'eux, ils sont dans le combat quotidien. Voilà. Voilà, donc ce qui est pour la discrimination, comment je la vois. Ensuite, mais ce que vous dites, c'est plutôt particulier à la discrimination contre les Roms, non? Et qui est moins mise en avant, effectivement, dans les médias, moins que les autres. Vous voulez que je vous la fasse un peu avec de l'humour noir? Avec la vérité, peut-être, si vous voulez. Oui, allez-y. Oui. Avec de l'humour. Okay. Vous connaissez les Nations Unies. Aux Nations Unies, il y a une instance qu'on appelle le Conseil de sécurité et qui prend des décisions graves. Bon, bien. Alors, ce Conseil de sécurité des Nations Unies, il est constitué des États membres, de certains des États membres, et il y a des membres permanents dans ce Conseil de sécurité et des membres tournants. Alors, la France est membre permanent, par exemple, la Russie aussi, c'est les puissances de l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, qui sont des membres permanents. Puis il y a une partie, un pool de pays membres qui tournent, eux. Il en va de même avec les victimes du racisme. Nous, on est membres permanents dans les victimes. Les autres, ils peuvent passer. Ils ont un statut plus ou moins élevé. Nous, c'est systématique. Depuis très longtemps, on est là. On change le nom qu'on utilise. On passe de Romanichel à Giton, à Manouche, à Rome, à Tzigane, à ce qu'on veut, mais on est là. Puis, parfois, il y a des Juifs à côté, parfois, il y a des Arabes, parfois, il y a des Noirs, parfois, il y a tout ça. Certains sont plus proches de nous, certains plus loin que nous, dans les coups qu'on prend, mais les coups, on les prend tous. Et nous, on est là. Donc, obligé de se maintenir aussi dans le combat. Donc.
Je précise que vous êtes accompagné ce soir de Monsieur Raymond. Alors, redites-moi le nom. Alors, Raymond Gurem, qui est dans la salle, qui est le Oui. président d'honneur de l'association La Voix des Roms, et qui a 92 ans, Et qui a vécu. ancien résistant, qui a connu les camps d'internement pour nomades en France, qui a écrit, qui a mis du temps pour parler de cette expérience, donc pendant la guerre, où il avait que 15 ans quand il a pris, quand il s'est évadé des camps une dizaine de fois, quand il est entré dans la résistance, et qui, comme il a écrit avec Isabelle Ligné un livre interdit aux nomades où il raconte son histoire finalement, il a eu d'un côté le titre de chevalier des arts et des lettres par le ministre de la Culture, et de l'autre côté des coups de matraque par un policier qui est allé chez lui le frapper parce que soi-disant il cherchait on ne sait qui, et que Raymond a refusé de le laisser entrer parce qu'il n'avait pas de papier. Voilà, il n'avait pas d'autorisation pour entrer chez lui. Donc voilà, Raymond, c'est notre... moi, je l'appelle souvent le chargeur. Il nous charge d'énergie. On lui laissera le micro tout à l'heure pour en parler un peu avec lui. Mourad? Oui, j'avais une question sur la mécanique. Je ne vais pas remonter jusqu'à Montreuil-Bellay, un camp qui n'est pas si loin que ça, finalement, de la région centre. Je vais remonter à 2010. Juillet 2010, il y a le fameux, je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, le fameux discours dit de Grenoble de Sarkozy, qui lançait la chasse aux Roms présumés, puisqu'on était en plus sur des gens du voyage. Et il se trouve, pour un hasard géographique, que cette histoire est partie d'ici, est partie de la mort d'un jeune gitan à un contrôle de police qui est toujours controversé. On saura finalement, je pense, jamais la fin de l'histoire. Mais enfin, c'est parti d'ici, c'est parti de Blois. Et il y a eu ce fameux discours très surprenant qui appelait à démanteler l'ensemble des camps. Il y a eu un changement de majorité présidentielle qui ne vous aura pas échappé. Et pourtant, ça a continué. Comment vous expliquez vous l'avez souligné, mais comment vous expliquez cet aspect récurrent de la chasse aux Roms, j'emploie volontairement cette expression, qui est allée, je le rappelle, puisque j'ai eu des nouvelles il y a quelques jours du maire, alors je crois que c'est Champlan, dans l'Essonne, un maire qui avait refusé l'inhumation d'un enfant gitan pour ne pas attirer des problèmes, et qui vient il y a, je crois, hier ou avant-hier, de procéder à l'évacuation d'un camp sans aucune raison particulière. Comment vous expliquez cette récurrence de la chasse aux Roms sur le territoire français, quelles que soient les majorités présidentielles? Bon, quand Franco disait tout à l'heure que le racisme est un peu dans le fonctionnement de la France depuis très longtemps, depuis la période coloniale, voilà une autre illustration. Finalement, il y a les colonies et les colonisés qu'on va coloniser chez eux, sur leur terre, et puis il y a des populations qui sont ici et qu'on colonise, qui ont un statut d'indigène depuis très longtemps. Et ça a finalement assez peu à voir avec les changements de majorité politique. Ça a à voir avec le système politique, avec le régime politique, et encore. Donc, si on veut voir des nuances, il y a peut-être un peu plus de nuances entre la monarchie et la République, mais encore, à l'époque de la monarchie, il y avait des décrets déjà, le fait d'être bohémien était passible de la peine de mort. Donc on les pendait sur les places du village. Mais il n'y a pas les changements politiques, je ne veux pas dire tous pourris, et je ne le dirai pas, mais ça ne change pas grand-chose. La preuve en est que, effectivement, c'est en 2010 que les choses sont parties, et malheureusement elles continuent. Voilà. À l'époque c'était Luigi Duchesne, aujourd'hui c'est Angelo Garant, quasiment dans la même région, quoi. Puis entre les deux, on a eu un changement, effectivement, mais ce changement-là, c'est quoi? En 2010, en sortant de l'Élysée, de cette réunion au sommet du Conseil de ministres restreint autour de Sarkozy,
Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur de l'époque, il sort en annonçant un plan de guerre, et le plan de guerre, il y avait entre autres le démantèlement des campements illicites, avec des objectifs chiffrés, 300 jusqu'à telle date, puis après l'ensemble, etc. Démantèlement de campements illicites. Juillet 2010, 28 juillet 2010, en sortant sur le perron de l'Élysée, il a dit ça. Nous sommes aujourd'hui en 2017, on parle toujours, on utilise toujours exactement le même vocabulaire qui a été forgé au cabinet du ministère de l'Intérieur en 2010, c'est-à-dire des proches de Brice Hortefeux. Les proches de Brice Hortefeux, je suppose que c'est des camarades, des anciens camarades de fac. Il n'a jamais fini la fac, Brice Hortefeux, parce qu'il militait trop dans les syndicats étudiants un peu trop à droite. On est dans le même vocabulaire, on est dans le même style. On parle de campement illicite. Donc, démantèlement, campement illicite, trouvez-moi un des mots qui vous évoque quelque chose de neutre. Je ne demande même pas de positif, de neutre. Tout est négatif dans tout ça. Manuel Valls, à l'intérieur, sous cette nouvelle majorité, il déclare dès 2013 que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie, qu'ils ne souhaitent pas s'intégrer en France, qu'ils ne veulent pas s'intégrer en France, parce que soit ils sont versés dans la délinquance, soit ils sont victimes de délinquants. C'est-à-dire qu'une population, elle ne peut pas être autre chose que délinquants ou victimes de délinquance. Voilà, exploité. On a attaqué en justice, on nous a dit de circuler. La Commission européenne a mis en garde cette nouvelle majorité, comme elle avait fait avec celle antérieure, donc avec Brice Hortefeux, avec cette circulaire de 2010 où on parlait de démantèlement de camps roms. Donc, ciblage effectivement et ouvertement ethnique. Brice Hortefeux retire le mot Rome après avoir fait circuler quand même la circulaire dans toutes les préfectures, puis le texte revient le même, sauf le mot Rome. Et en 2012, la nouvelle majorité, elle fait une circulaire interministérielle cette fois-ci, soi-disant pour l'accompagnement, anticipation et accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites. On retourne donc en 2010 à cette autre majorité. Il n'y a pas eu de changement politique, il n'y a pas eu de changement du tout. Le racisme a été exprimé clairement par Manuel Valls. Nous n'avons pas obtenu justice encore. L'affaire est pendante actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que nous estimons que la République française, pas seulement qu'elle s'exprime de manière raciste, parce que c'est la République qui parle, c'est un ministre qui parle, ou alors, voilà, c'est le ministre de l'Intérieur qui tient des propos de ce genre-là. Nous, la Cour de justice de la République, elle dit circuler, il n'y a rien à voir, au MRAP, qui avait déposé plainte devant la Cour de justice de la République. Nous avons déposé plainte devant les tribunaux ordinaires en disant que, puisque M. Valls parle de Rome et que la République française ne peut pas parler d'ethnie, ce n'est pas un ministre qui parle, ce n'est pas le ministre qui parle, mais c'est un homme politique, c'est un citoyen. On l'a traîné devant les tribunaux ordinaires. Les tribunaux ordinaires disent on n'est pas compétent parce que c'est l'État qui parle. Donc, dans ce cas-là, l'État est raciste. C'est l'État qui est raciste et l'État n'est pas condamnable puisque la Cour de justice de la République ne condamne pas l'État et puisque les tribunaux ordinaires ne regardent même pas la plainte, n'examinent même pas l'affaire.